Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis même pas sorti. Je suis resté là, plaqué contre le mur, à regarder ma sœur souffler les bougies de mon gâteau d'anniversaire, sous les applaudissements de tous, comme si la soirée devait se dérouler exactement ainsi. C'était mon 23e anniversaire, le mien. Pourtant, les invités passaient devant moi sans hésiter, les bras chargés de cadeaux où son nom était soigneusement inscrit. Quelqu'un m'a demandé si je faisais partie du personnel. Un autre m'a dit de m'écarter pour qu'il puisse prendre une meilleure photo de la véritable fêtée. Mes parents n'ont rien remarqué, ou pire, ils l'ont remarqué et ont fait semblant de ne rien voir. Des mois plus tard, ils diraient qu'ils n'avaient jamais voulu que cela se passe ainsi. Ils s'excuseraient. Ils me demanderaient pourquoi je m'étais soudainement éloigné et pourquoi j'avais cessé de rentrer à la maison, mais rien, ce soir-là, n'avait été soudain. Cet anniversaire ne m'a pas brisé. Il a finalement prouvé ce que j'avais passé ma vie à refuser de croire. Quand c'était le plus important, je n'étais jamais celle qu'il choisissait. Le lieu était magnifique, d'une beauté presque cruelle. Tout scintillait. Des lustres en cristal au plafond. Les nappes blanches étaient impeccablement repassées. Une douce lumière dorée réchauffait la pièce, comme une promesse. C'était le genre d'endroit que l'on choisissait pour prouver quelque chose. Le succès, l'unité, la fête. Mes parents avaient dit que ce serait ma véritable fête d'anniversaire. Quelque chose de spécial cette année, avait dit maman il y a quelques semaines. Tu le mérites, avait ajouté papa, presque comme pour se rassurer lui-même. Alors je suis arrivé tôt. Evidement. J'avais mis la robe bleu marine que maman m'avait aidé à choisir, celle qui, disait-elle, me donnerait une allure élégante et adulte. Je me souviens m'être tenu devant le miroir avant de partir, lissant le tissu d'une main nerveuse, me répétant qu'à 23 ans, ça comptait, que c'était l'âge où les choses allaient enfin changer, où je cesserais de me sentir comme une simple figurante. Je me suis assise près de l'entrée, comme mes parents me l'avaient demandé, prête à accueillir les invités. Au début, tout semblait normal. Les proches m'ont serré dans leurs bras. Les amis ont souri. Mais quelque chose clochait. Les conversations ne s'attardaient pas. On me souriait, puis on détournait le regard. Émilie est arrivée? Où est ta sœur? J'ai entendu Émilie organiser quelque chose de formidable. La première fois, j'ai ri nerveusement. Elle arrive bientôt, ai-je dit sans rien corriger. La deuxième fois, j'ai retenté ma chance. C'est mon anniversaire ce soir. Ils m'ont fait un clin d'œil, ont souri poliment, se sont excusés, puis sont passés à autre chose. À la 4e ou 5e fois, j'avais complètement arrêté de corriger qui que ce soit. Je me disais que ce n'était rien, un malentendu. Émilie était plus âgée, plus extravertie, plus facile à retenir. Cela ne signifiait rien. J'avais appris à me justifier ainsi depuis longtemps. À mesure que les invités arrivaient, la pièce s'est peu à peu remplie de rires et de mouvements. On a servi des verres. La musique a monté en puissance. Je suis resté là, immobile près de la porte, à regarder les gens passer devant moi sans même me regarder pour déposer leurs cadeaux sur une grande table au centre de la pièce. J'ai alors remarqué que beaucoup d'étiquettes cadeaux n'étaient pas à mon nom. Le nom d'Émilie y était soigneusement écrit d'une belle écriture cursive. J'ai eu un pincement au cœur, mais j'ai ravalé ma salive. Je ne voulais pas en faire toute une histoire. Je ne voulais pas gâcher la soirée en faisant des suppositions. C'était toujours la même mise en garde, verbale ou non, ne créez pas de malaise. Puis Émilie est arrivée. Le changement fut immédiat et indéniable. Les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un applaudit. Le soulagement illumina le visage de mes parents. L'excitation et la fierté les envahirent aussitôt. Ma mère se précipita vers elle, lissant ses cheveux, redressant sa robe comme toujours. Mon père lui passa un bras autour des épaules et afficha un sourire si franc qu'il en était presque douloureux. « Ça peut commencer », dit une voix à proximité. Je n'étais pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il venait de dire. Je n'étais pas sûr qu'il s'en soucie. Je restai où j'étais, quelques pas derrière les autres, serrant mon sac à main comme s'il me retenait au sol. Personne ne me présenta. Personne ne me fit signe d'avancer. J'observais de loin ma sœur se déplacer avec aisance dans la pièce, saluant les invités, riant et acceptant les compliments comme si cette attention lui était naturelle. À un moment donné, j'essayai de croiser le regard de ma mère, ne serait-ce qu'une fois. Elle me traversa du regard, déjà à la recherche de quelqu'un de plus important. C'est alors que la réalité a commencé à s'imposer lentement mais sûrement. Cette soirée ne s'est pas déroulée d'un coup. Elle s'est écoulée centimètre par centimètre, instant après instant, tandis que je restais là, à me convaincre que ce n'était pas réel. Je me répétais d'attendre, d'être patiente, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais au fond de moi, je savais déjà que ce n'était pas un anniversaire comme les autres. C'était la preuve de quelque chose que j'avais toujours refusé de nommer. Et le pire, ce n'était pas qu'il ne me remarque pas.
C'était que, cette fois, il ne faisait même pas semblant de me regarder. J'ai compris que quelque chose clochait sérieusement dès que le plan de table a été affiché. Il était posé sur un grand chevalet près de l'entrée, soigneusement fixé, imprimé en caractères noirs élégants, comme s'il était destiné à impressionner. Les invités se rassemblaient autour, l'air de rien, pointant du doigt, riant et trouvant leur table avant de s'enfoncer dans la salle. Je me suis dit de ne pas trop regarder. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, mais mes pieds m'y ont mené malgré tout. J'ai d'abord parcouru rapidement le haut de la liste. Table numéro 1, maman, papa, Émilie, Jacques, le petit ami d'Émilie, quelques amis de la famille dont les visages figuraient sur chaque photo de vacances, sur chaque cadre souvenir accroché au mur du salon. Je fixais les noms, attendant que le mien apparaisse juste en dessous. Rien. Je vérifiai à nouveau, plus lentement cette fois. Puis je suivis la liste du regard. Mon doigt suivait chaque table, ma poitrine se serrant à chaque étape. Table 2, table 3, table 4. Toujours rien. Quand je trouvai enfin mon nom, mes mains tremblaient. Sophia, table 8, la dernière table, coincée dans le coin au fond de la salle, à moitié cachée derrière un pilier décoratif et dangereusement près de la porte de service. Pendant un instant, je restais là, à fixer l'encre comme si elle allait se corriger d'elle-même si j'attendais assez longtemps. Je me disais que ça devait être une erreur. Une faute d'impression. Un changement de dernière minute dont personne ne m'avait parlé. Je me tournai vers ma mère, qui se tenait non loin de là, riant avec une amie d'Émilie. Et, dis-je doucement, m'accrochant au bord du chevalet comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Je crois que je ne suis pas bien placée. Elle jeta à peine un coup d'œil au plan de table. Oh, c'est fait exprès, dit-elle d'un ton léger. Émilie devait être honnête ce soir. Tu vois? C'était une expérience courageuse. Je ne voyais pas, mais j'acquiesçai quand même. Le dîner fut servi peu après, et je pris place à la table 8. De là, j'avais une vue imprenable sur tout, et d'une certaine manière, cela ne faisait qu'empirer les choses. Je vis mes parents penchés vers Émilie, hochant la tête à chaque mot qu'elle prononçait, comme si cela avait une grande importance. Je vis les invités s'arrêter à sa table, rire, complimenter sa robe, la remercier pour cette magnifique fête. Personne ne vint à la mienne. Une serveuse s'approcha et déposa une flûte de champagne devant moi. « Vous êtes avec la fêtée » demanda-t-elle gentiment. Ces mots me frappèrent comme une gifle, je restai sans voix. J'ouvris la bouche, la refermai, puis hochai la tête. La corriger, c'était comme crier au milieu de la pièce quelque chose que personne ne voulait entendre. Alors que les lumières s'éteignaient et que le gâteau apparaissait, mon cœur se mit à battre la chamade malgré moi. 3 larmes, un glaçage blanc, des détails dorés, élégants, chers. Je me penchai en avant sur ma chaise, un petit espoir fragile naissant dans ma poitrine. Peut-être était-ce le moment. Peut-être était-ce là qu'ils avaient tout arrangé. Le gâteau fut posé devant la première table. Les appareils photos se levèrent. Des applaudissements emplirent la salle. Et puis je le vis. Joyeux 23e anniversaire, Émilie. La salle explosa de joie. Quelqu'un tendit le couteau à ma sœur. Quelqu'un lui passa un bras autour des épaules. Mes parents se tenaient de chaque côté d'elle, souriant pour les photos comme s'ils avaient répété cette scène 100 fois. Je ne me levai pas. Je n'applaudis pas. J'étais paralysé. Alors qu'Émilie se penchait pour souffler les bougies, la vérité me frappa de plein fouet. Lardment, indeniablement. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un accident. Il n'avait pas oublié mon anniversaire. Il l'avait remis à sa place. Je ne me souviens pas avoir reculé ma chaise, mais à un moment donné, je n'étais plus assise. Le bruit dans la pièce était assourdissant, étouffant, comme s'il m'oppressait de toutes parts. Les applaudissements résonnaient à mes oreilles tandis qu'Émilie riait. Les lumières clignotaient encore devant elle. Mes parents restaient figés dans leur sourire parfait. J'ai bougé sans réfléchir. Je me suis glissé jusqu'au bord de la pièce, puis plus loin encore, jusqu'à ce que mon dos touche le mur de marbre froid près de la sortie. De là, je pouvais tout voir. Personne ne m'a remarqué quitter ma table. Personne ne m'a demandé où j'allais. C'était comme si j'avais simplement disparu. Les gens se pressaient autour d'Émilie. Des téléphones étaient levés, on l'appelait, on l'encourageait à sourire, à regarder par ici, à couper le gâteau une deuxième fois, au cas où. Ma mère ajustait les lumières. Mon père plaisantait fort avec les proches. Quelqu'un portait un toast à l'avenir de ma sœur, à sa réussite, à sa force. Pas une seule personne n'a prononcé mon nom. J'essayais d'attirer le regard de ma mère. Je me suis redressé, espérant qu'un simple mouvement suffirait à attirer son attention. Elle regardait droit devant elle, les yeux rivés sur Émilie, le visage rayonnant de fierté. « C'est sa soirée » l'ai-je entendu dire à quelqu'un à proximité. « Sa soirée ». Ces mots résonnaient dans ma poitrine. Creux et définitifs.
J'ai serré les poings dans mes paumes, me recentrant, me rappelant de ne pas pleurer. Pleurer ne ferait qu'empirer les choses. Pleurer ferait de moi le problème, la fille difficile. L'ingrate incapable de se réjouir pour sa sœur. Une femme que je ne connaissais pas s'est approchée, une pile d'assiettes vides à la main. « Excusez-moi » a-t-elle dit poliment en s'avançant. « Pourriez-vous m'aider à débarrasser ?» Un instant, j'ai cru qu'elle plaisantait. Puis j'ai vu son regard se poser sur moi, non pas méchamment, mais mal à l'aise. J'ai hoché la tête et ramassé les assiettes, les mains fermes malgré le vide qui se brisait en moi. Je me suis dirigé vers la cuisine, passant devant les rires, la musique, cette fête qui n'était pas pour moi. Derrière moi, la fête continuait sans interruption. Debout dans ce coin, je débarrassais les tables de ma propre fête d'anniversaire. Je comprenais quelque chose avec une clarté douloureuse. On ne m'ignorait pas seulement. On me réduisait au silence, on m'effaçait poliment aux yeux de tous. Anna me trouva juste à l'extérieur de la salle de bal, près du couloir menant aux toilettes. J'étais sans doute partie depuis plus longtemps que je ne le pensais, car dès qu'elle vit mon visage, son sourire s'éteignit. « Sophia, que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. J'essayai de lui répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À la place, je lui tendis mon téléphone. Quelqu'un avait déjà publié des photos de la fête en ligne. Émilie au milieu, mes parents de chaque côté, le gâteau brillant devant eux. La légende disait « Une soirée parfaite pour une fille d'anniversaire parfaite ». La mâchoire d'Anna se crispa tandis qu'elle faisait défiler les photos. « Ils ont mis son nom sur le gâteau », dit-elle d'un ton neutre. J'acquiesçai. C'était tout ce que je pouvais faire. « Ce n'est pas normal », dit-elle. « Ce n'est pas une simple erreur. » Je secouai la tête machinalement. « Ça va. Je ne veux pas faire d'esclandre. » Elle me regarda, puis me fixa intensément, et sa voix s'adoucit. « Sophia, tu es déjà partie. Partir ne sera pas une scène. Rester, si. » Ces mots me transpercèrent plus que tout ce que j'avais entendu ce soir-là. Nous nous dirigeâmes vers la sortie. J'avais les jambes lourdes, comme si je pataugeais dans l'eau. Chaque pas m'éloignait un peu plus de ce que j'avais poursuivi toute ma vie. Juste avant d'atteindre les portes, j'entendis mon nom, Sophia. Les talons de ma mère claquèrent sèchement sur le sol tandis qu'elle se précipitait vers nous. Son irritation était clairement visible sur son visage. Pas de l'inquiétude, pas de la préoccupation, de l'irritation. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Tu ne peux pas débarquer comme ça à la fête de ta sœur. » Je la fixai, la phrase résonnant dans ma tête. « À la fête de ta sœur ? C'est censé être mon anniversaire, dis-je, la voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. Elle soupira et se frotta la tempe comme toujours quand je l'agaçais. « Ne fais pas ça maintenant. On nous regarde. Tu en fais tout un drame. » Quelque chose en moi finit par craquer, mais pas bruyamment. Pas de façon explosive. C'était silencieux, comme une porte qui se ferme après être restée trop longtemps ouverte. J'ai toujours été discrète, dis-je, et ça n'a jamais rien changé. Son expression se durcit aussitôt. Si tu pars maintenant, dit-elle froidement, ne t'attends pas à ce qu'on arrange ça plus tard. Tu as 23 ans. Tu n'es pas encore au point. Tu as besoin de cette famille. Je la fixai longuement. Vraiment ? Je la regardai et un calme étrange m'envahit. J'avais besoin de toi, dis-je doucement. Ce soir, j'ai prouvé que tu étais inexistante. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je m'étais déjà détourné. Je suis sorti avec Anna dans la fraîcheur de la nuit. La musique de la salle de bal s'estompa derrière nous, remplacée par le silence et le bruit de ma respiration. Arrivé au parking, je n'éprouvais aucun soulagement. Pas de victoire. Mais quelque chose de nouveau. La fin. Ce soir-là, je n'avais pas simplement quitté une fête. J'avais tourné le dos à la version de moi-même qui avait toujours espéré qu'il la choisirait enfin. Cette nuit ne s'était pas terminée par des cris ou des portes qui claquaient. Elle s'était terminée en silence, ce qui, d'une certaine manière, la rendait pire encore. Anna conduisait tandis que je regardais par la fenêtre, observant les réverbères se fondre en traînées blanches et dorées. Elle ne posa aucune question. Elle ne dit pas que tout irait bien. Elle laissa simplement le silence s'installer entre nous, lourd mais respectueux, comme si elle comprenait que les mots ne feraient qu'atténuer ce que je ressentais. Je ne suis pas rentré chez mes parents. Je suis resté dans la chambre d'amis d'Anna, me répétant que ce n'était que temporaire, juste quelques jours. Les nuits passèrent jusqu'à ce que le calme revienne, jusqu'à ce que quelqu'un appelle pour demander où j'étais. Jusqu'à ce que quelqu'un remarque mon absence. Personne ne l'a remarqué. Ma mère a appelé 2 jours plus tard. Sa voix était tendue, contenue. « Tu as fait honte à la famille », a-t-elle dit. « Tu dois des excuses à Émilie. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne m'a pas demandé où je dormais. Mon père m'a envoyé un SMS rapide la semaine suivante.
On devrait parler quand tu seras prête à être raisonnable. Émilie n'a pas pris contact avec moi. Ce silence a fait plus de mal que toute la fête. Il a anéanti la dernière excuse à laquelle je m'accrochais, l'idée qu'il m'aimait peut-être mais ne savait pas comment le montrer. L'amour ne disparaît pas si facilement. Mais l'intérêt, si. La vie est vite devenue difficile. J'ai travaillé plus longtemps, fait des heures supplémentaires, appris à faire durer mes courses sur toute la semaine. J'ai appris quelles factures je pouvais payer en retard sans conséquence et lesquelles je ne pouvais absolument pas. La nuit, je restais éveillé, fixant le plafond, la poitrine serrée par le doute. J'étais peut-être égoïste. J'avais peut-être surréagi. Partir avait peut-être été une erreur. Mais chaque matin, je me réveillais dans un environnement où personne n'attendait de moi que je m'excuse d'exister. Personne ne me comparait à ma sœur. Personne ne me disait d'être patiente, d'être reconnaissante, d'attendre mon tour. Et lentement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à respirer différemment. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai arrêté de repasser les conversations en boucle dans ma tête. J'ai arrêté de me faire toute petite pour rentrer dans des cases. Je n'avais jamais été la bienvenue. Je ne m'épanouissais pas encore. J'étais épuisée, seule, apeurée. Mais pour la première fois de ma vie, ma douleur n'était ni minimisée, ni détournée, ni imputée à ma personne. Je survivais à ma façon. Et quelque part entre les trajets en bus tardif, les dîners bon marché et la sécurité tranquille de l'appartement d'Anna, j'ai réalisé quelque chose qui m'effrayait autant qu'il me fortifiait. Si je pouvais survivre sans être élu, alors peut-être que l'élection n'était tout simplement pas faite pour moi. Le temps a passé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pas de façon spectaculaire, pas de conclusion, juste tranquillement, jour après jour, jusqu'à ce que ma vie commence à s'étendre au-delà de l'espace qu'occupait ma famille. J'ai quitté la chambre d'amis d'Anna après 8 mois pour un petit studio de l'autre côté de la ville. Les murs étaient fins, le plancher grinçait et le chauffage ne fonctionnait que par intermittence. Mais le bail était à mon nom. Les meubles étaient à moi. Le silence m'appartenait. Je me suis plongé dans le travail parce que c'était plus facile que de réfléchir. Je restais éveillé tard, je me portais volontaire pour des projets dont personne ne se souciait. J'ai acquis des compétences que je ne m'étais pas fixées. Pour la première fois, on me faisait confiance, non pas parce que j'étais à l'aise ou docile, mais parce que j'étais compétente. Cela a eu une signification bien plus grande que ce que j'avais imaginé. La première année sans ma famille a été la plus difficile. Les week-ends passaient sans un mot. Mon anniversaire est arrivé et reparti avec un simple SMS de mon père. « J'espère que tu vas bien. » Rien de plus. Aucun suivi, aucun effort. Après ça, j'ai cessé d'attendre. Les choses ont commencé à changer lors de ma 2e année d'indépendance. J'ai été promu au travail et on m'a confié des responsabilités. Croyez-moi, une augmentation signifiait que je n'avais plus à compter chaque centime au supermarché. J'ai commencé une thérapie non pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais comprendre pourquoi le fait d'être invisible depuis si longtemps me faisait encore autant souffrir. C'est là que j'ai découvert le terme « négligence émotionnelle ». Et soudain, toute mon enfance a pris sens. Le changement ne venait pas de ma famille. Il venait de la visibilité. Une cliente m'a recommandé pour un article sur une entreprise locale. Des jeunes femmes qui tracent leur propre chemin. J'ai hésité avant d'accepter. Une partie de moi avait encore peur d'être vue. Peur que cette attention les ramènerait dans ma vie avant que je sois prête. Mais une autre partie de moi en avait assez de me cacher, comme si j'avais mal agi. L'article a été publié un jeudi matin. Le vendredi après-midi, mon téléphone vibrait sans cesse. Mon père a été le premier à m'écrire. J'ai vu l'article. Fier de toi. On va se raconter nos vies. Ma mère a suivi peu après, d'une adresse que je n'avais pas encore bloquée. On dirait qu'on t'a repoussé. Ce n'est pas comme ça qu'on s'en souvient. Je fixais l'écran, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une colère grandissante. Il ne s'était pas souvenu de moi quand j'étais en difficulté. Il n'avait pas remarqué mon absence les jours fériés, les anniversaires, les dimanches ordinaires. Mais maintenant que mon nom était public, maintenant que les gens posaient des questions, mon histoire avait soudain de l'importance. Émilie a appelé ce soir-là. « Tu n'étais pas obligé de le dire comme ça », a-t-elle dit d'une voix tendue. « Je n'ai rien dit sur toi », ai-je répondu. « Mais les gens savent », a-t-elle sifflé. « Ils font des liens. » Maman a pleuré toute la journée. J'ai fermé les yeux, submergé par l'épuisement. J'ai passé ma vie à veiller au confort des autres, ai-je murmuré. J'en ai assez. Un long silence s'est installé au téléphone. Finalement, Émilie a repris la parole, d'une voix plus douce. On devrait parler, tous ensemble. C'est à cet instant que j'ai compris la vérité. Ils ne me contactaient pas parce que je leur manquais. Ils me contactaient parce que mon absence était devenue problématique.
Et cette fois, je n'étais pas rentré simplement pour leur faciliter la tâche. Nous nous sommes retrouvés un dimanche après-midi dans un café tranquille, à mi-chemin entre mon appartement et la maison de mes parents. J'avais délibérément choisi un lieu public, neutre, où personne ne pourrait élever la voix sans attirer l'attention. J'avais besoin de témoins, même s'il s'agissait d'inconnus sirotant un café à proximité. Mes parents étaient déjà installés à mon arrivée. Ma mère était raide, les mains crispées sur sa tasse, comme si elle avait besoin de quelque chose pour se maintenir. Mon père fixait la table, traçant des lignes invisibles sur le bois. Émilie est arrivée en dernier, sa confiance réduite à néant, fragile et incertaine. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, finit par dire ma mère. Sa voix tremblait, mais il y avait encore une certaine dureté. On a fait de notre mieux. J'ai senti mon pouce accélérer, la chaleur monter dans ma poitrine. Meilleur vœu, ai-je dit lentement. Ce n'était pas suffisant. Et faire comme si de rien n'était n'a rien changé. Mon père a levé les yeux parce que tu ne nous avais jamais dit que tu souffrais autant. J'ai croisé son regard, refusant de détourner les yeux. Je te l'ai dit à chaque fois qu'on m'a ignoré, à chaque fois qu'on m'a dit de ne pas être égoïste. À chaque fois que mes besoins ont été considérés comme des inconvénients plutôt que comme des avertissements. Émilie s'est redressée sur sa chaise. Je ne savais pas que tu te sentais si victime de chantage, a-t-elle dit. Je pensais que tu étais simplement indépendante. Independent. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. J'étais indépendante parce que personne n'était là pour moi, ai-je répondu. Ce n'est pas de la force. C'est de la survie. Alors ma mère a tendu la main par-dessus la table et a essayé de me prendre la mienne. Je me suis retiré, non pas avec colère, mais fermement. Je ne suis pas là pour être consolée, ai-je dit. Et je ne suis pas là pour faciliter les choses pour toi. Le silence retomba, plus lourd encore. J'ai suivi une thérapie, poursuivis-je. J'ai appris à reconnaître la négligence affective. J'ai appris ce que sont les limites, et j'en ai assez de faire comme si tout cela n'était qu'un malentendu. Mon père fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu insinues? Que tu nous interromps. Je pris une grande inspiration pour me calmer. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Non, je dis que c'est la dernière fois que je me présente sans me protéger. J'ai été clair. Pas question de réécrire le passé. Pas de culpabilité, pas question de nier mes sentiments pour sauver les apparences. Tout contact serait respectueux, sinon il n'y aurait pas lieu. Si ces limites étaient franchies, je repartirais sans prévenir, sans explication. Cela ne leur a pas plu. Je le voyais sur leur visage. Ma mère semblait blessée. Mon père semblait mal à l'aise. Emily semblait coupable. Mais pour la première fois, leurs réactions ne dictèrent pas ma conduite. La conversation terminée, nous restâmes là, mal à l'aise, sans savoir comment nous dire au revoir. Pas d'étreinte, Justin. Je sentais, dans le silence, que quelque chose d'essentiel avait changé. En sortant seul de ce café, les jambes flageolantes, le cœur battant la chamade, j'éprouvais un étrange soulagement. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas demandé à être choisi. Je m'étais choisi moi-même. Mon 24e anniversaire est arrivé discrètement. Pas de grande cérémonie cette fois-ci. Pas de places assises, pas de public attendant de décider si j'avais de l'importance. Je me suis réveillé dans mon petit appartement, baigné par la lumière du soleil filtrant à travers les stores et bercé par le doux murmure de la ville. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti cette oppression à la poitrine en ouvrant les yeux. Anna est arrivée avec du café et un petit gâteau acheté en chemin. 2 collègues m'ont rejointe plus tard dans la soirée. Nous avons mangé des plats à emporter directement dans les emballages, ri aux éclats et veillé plus tard que prévu. Personne n'a oublié mon nom. Personne ne m'a demandé de m'effacer. Personne n'avait besoin qu'on lui rappelle que cette journée était la mienne. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Mes parents m'ont envoyé des messages prudents, courts, polis et pleins d'efforts. Je les ai lus. Sans colère, sans espoir, juste de l'affirmation. Émilie en a envoyé une aussi. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je veux juste que tu saches que je te vois enfin. J'ai longuement contemplé ces mots avant de répondre. Merci de l'avoir dit. Ni plus, ni moins. Et c'était suffisant. J'ai alors compris que lorsque les gens disent qu'il est trop tard, ils pensent à l'amertume, à la punition ou à la vengeance. Mais pour moi, cela signifiait quelque chose de plus paisible. Cela signifiait la clarté. Cela signifiait la liberté. Ma famille ne m'a pas perdu le soir où ils ont ignoré mon 23e anniversaire. Ils m'ont perdu des mois plus tard, lorsque j'ai cessé de rester dans l'ombre à attendre qu'on me remarque et que j'ai commencé à construire une vie où je n'aurais plus à mendier une place à table. Je ne suis pas parti en colère. Je suis parti suffisamment apaisé pour savoir que je méritais mieux.